Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Inès Gilles, bonjour. Inès, tu es donc journaliste indépendante basée à Beyrouth. Nous avons déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs entretiens ensemble pour en parler de l'actualité dans la région moyen-orientale, enfin Liban, Israël, Palestine, Syrie, etc. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la situation générale, notamment dans quatre pays, le Liban, Israël, Palestine et la Syrie. Alors, première question, comme tu es basé à Beyrouth, sur un peu la situation politique au Liban, avec évidemment enfin une élection, enfin un président élu par le Parlement, donc le chrétien Joseph Aoun. Il n'y avait plus enfin le mandat du président précédent, Michel Aoun, avait pris fin en 2022, enfin si je ne m'abuse. Donc voilà, un président, évidemment parler de la situation politique et militaire du Hezbollah, enfin voilà. Et puis sous-question dans cette question, qu'en est-il de la trêve entre Israël et le Liban, qui je pense est arrivé à terme hier ou avant-hier? Oui, c'est ça. Peut-être que je peux commencer par la trêve et parler de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Donc rapidement, la trêve la trêve israélo-libanaise, donc entre le Hezbollah et Israël, elle est entrée en vigueur le 27 novembre pour mettre fin à la guerre intense qui avait débuté en soi le 8 octobre 2023. C'est le Hezbollah qui avait débuté les hostilités en soutien à Gaza, mais qui s'était accéléré le 23 septembre 2024, pardon. Donc c'était 2 mois et quelques de guerre extrêmement intense dans tout le Liban, qui ont pris fin le 27 novembre. Et globalement, la trêve, elle prévoyait que d'ici 60 jours, eh bien, les troupes israéliennes qui étaient encore présentes dans le sud Liban devaient partir de l'intégralité du territoire libanais. Et le Hezbollah devait aussi retirer, en tout cas, c'est sa présence militaire du sud Liban. Donc, quand on parle du sud Liban, c'est ce qui se trouve au sud du fleuve Litani. C'est un fleuve qui est très stratégique dans l'histoire du Liban et qui est à environ 30 kilomètres de la frontière israélo-libanaise. À part ça, l'accord évidemment prévoyait la cessation des hostilités entre les deux parties, bien que Israël ait un droit d'action dans le cas où le Hezbollah ou d'autres entités ne respectent pas la trêve. Ça, c'était un peu le bémol de cet accord, et on verra qu'il y a eu des accros en fait les derniers mois. Et enfin, la trêve prévoyait aussi un rôle assez important des États-Unis et de la France, puisqu'il y a eu un comité international chargé du respect de l'accord qui a été formé, dont font partie la France, les États-Unis, le Liban, Israël et la FINUL, donc les casques bleus, et qui est censé discuter du respect de l'accord et signifier quand il y a un manque au respect de cet accord. Alors rapidement, il y a eu depuis le 27 novembre, et ensuite je parlerai du calendrier aussi qui est très compliqué. Il y a eu des nombreuses violations qui ont été renvoyées d'une partie et de l'autre. Enfin, chaque partie s'accuse d'avoir violé l'accord de trêve. Il y a Israël qui accuse le Hezbollah de ne pas s'être réellement entièrement retiré du sud Liban, affirmant aussi que l'armée libanaise ne s'est pas totalement déployée. Et ça, c'est vrai, jusqu'à récemment, l'armée libanaise n'était pas totalement déployée dans le sud Liban. Israël a aussi accusé le Hezbollah de tir sur des installations israéliennes civiles ou militaires, mais aussi d'agression contre la FINUL, donc les casques bleus. Et d'un autre côté, eh bien, le Hezbollah, mais aussi le Liban et même certains États occidentaux, comme la France, ont accusé Israël d'avoir violé cet accord en bombardant le Liban. Mais quand on parle du Liban, c'est pas seulement le sud Liban, c'est vraiment le territoire, même assez profondément dans le nord. Depuis le 27 novembre, c'est vrai qu'il y a des frappes qui sont quand même assez régulières. Enfin, je peux vous le dire parce que je suis ici et je le constate aussi. Les dernières en date qui ont marqué les esprits, c'était à Nabatiyé, donc c'est à 40 kilomètres au nord de la frontière, qui est un fief du Hezbollah, mais aussi dans la région de Saïda. Il y a eu aussi des frappes dans la Beka. Enfin, ça arrive de manière assez récurrente, mais ce sont des frappes ciblées et ce sont, on va dire, enfin
on peut dire qu'on est un petit peu installé quand même dans un conflit enfin, c'est censé être un accord de cessez-le-feu qui est en cours, mais il y a quand même un conflit de basse intensité qui est difficile à nier actuellement au Liban, il y a eu des bombardements assez enfin, occasionnels de la part d'Israël. La France avait accusé Israël de cela début décembre. Le Liban, il a enfin, posé une plainte au Conseil de sécurité parce qu'Israël aurait violé, selon le Liban, le cessez-le-feu 800 fois. Donc ça, c'était fin décembre. Et donc, il y a eu voilà, des accusations de violation du cessez-le-feu de part et d'autre. Pour ce qui est du calendrier, c'est assez compliqué parce que, donc, comme je l'ai dit, ce cessez-le-feu, enfin, cet accord était censé durer 60 jours. Donc, les parties étaient censées avoir respecté leurs engagements d'ici fin janvier. Donc, le 26 janvier, Israël devait avoir quitté le territoire libanais, mais le bureau du Premier ministre israélien a annoncé que l'accord n'avait pas été respecté du côté libanais. Et donc, ils vont demander à avoir un délai supplémentaire jusqu'au 18 février pour se maintenir dans certaines zones du sud-Liban. C'est un petit peu flou, mais globalement, ça concernait une quinzaine de villages et puis des routes diverses dans le sud-Liban. Et ça avait mené à cette journée tragique en fait où il y a 22 personnes, 22 Libanais qui ont été tués. Donc c'était majoritairement des civils et un soldat libanais parce qu'ils voulaient rentrer chez eux alors qu'Israël était toujours posté dans ces villages. Donc on se souvient, c'était fin janvier. Malgré tout, ce délai supplémentaire a été accepté par le Liban. Donc Israël s'est maintenu jusqu'au 18 février. Donc c'était il y a quelques jours. Et à ce moment, la veille de de cette nouvelle fin de délai, Israël a demandé un délai encore supplémentaire pour se maintenir jusqu'au 28 février. Manifestement, ça a été refusé par les États-Unis. Et du coup, Israël a dû quitter le territoire libanais le 18 février. Alors, bon, au Liban, ça a été vécu comme une voilà un soulagement, aussi une victoire importante. Les gens qui peuvent enfin rentrer chez eux après à peu près un an et demi quand même d'exode. Mais l'armée israélienne a décidé de se maintenir dans 5 zones du sud Liban pour des raisons stratégiques. Donc je vais les citer. Il y a Labouné qui est à l'ouest, vraiment très proche. Toutes ces zones, c'est très proche de la frontière avec Israël, hein. Labouné, Jabal Balat et Jal al-Daïr, qui sont des villages voilà, entre l'ouest et l'est du Liban. La route Markaba-Houla et la colline Amames. Et bon, clairement, on voit bien que si Israël se maintient sur ces positions, qui sont des positions assez élevées et qui donnent une visibilité sur les territoires israéliens, c'est principalement pour rassurer la population israélienne du Nord, qui est toujours déplacée de guerre depuis le 8 octobre 2023. On parle d'environ 80 000 personnes, hein, même si les chiffres sont un petit peu inégaux, mais ce serait des dizaines de milliers de personnes encore qui sont déplacées de guerre, qui vivent dans des hôtels. Et le gouvernement israélien aimerait un retour de ces personnes d'ici le mois de mars. Donc, garder ces positions pour Israël, c'est un moyen de les rassurer, mais aussi d'assurer leur retour sans incident. Mais le problème, c'est que c'est une violation assez claire de l'accord, puisque Israël se maintient sur le territoire libanais. Et j'avais parlé à un chercheur libanais qui s'appelle Christian Tautel, avec qui j'ai mené un entretien, qui m'expliquait que le danger ici, c'est que Israël offrait un alibi au Hezbollah pour à terme reprendre la lutte. En tout cas, si Israël se maintient sur le long terme dans ces points, ça peut être une excuse pour le Hezbollah pour dire on n'a pas fini la lutte contre l'occupation israélienne. Donc ça crée beaucoup d'incompréhension au Liban parce qu'ils se demandent, même les Libanais qui sont très critiques du Hezbollah se demandent mais qu'est-ce que Israël est en train de faire? Et puisque je parle du Hezbollah, je vais dériver sur la situation politique interne. Alors le Liban, on l'a vu, a changé de visage, mais d'une manière totalement radicale hein, les dernières semaines. Et ça a été un grand choc pour les Libanais, quel que soit le bord politique, hein, parce que c'était assez inattendu.
Donc, il y a eu l'élection de Joseph Aoun à la présidence. Joseph Aoun, je tiens à le dire, n'a rien à voir avec Michel Aoun, qui était l'ancien président, qui était allié du Hezbollah, dont le parti était allié au Hezbollah. Ils sont même pas de la même famille. Et Joseph Aoun, qui était donc le commandant en chef des forces armées libanaises, qui est une figure respectée par une grande partie de la population libanaise, qui a cette particularité qui, qui, euh, qui fait de lui une figure fédératrice quand même, parce que l'armée libanaise est une des rares institutions publiques non confessionnelles, enfin voilà, où il n'y a pas de quotas, etc. Et qui, il faut le dire, est assez apprécié d'une partie de la population libanaise assez large qui est critique du Hezbollah, parce que lors de son discours d'investiture, il a affirmé que eh bien, le monopole des armes, enfin c'était l'armée libanaise qui devait avoir le monopole des armes. Il n'a pas cité le Hezbollah, mais on comprend la référence. Le Hezbollah a une milice puissante. Donc, il y a cet aspect qui a créé beaucoup d'espoir pour une partie de la population libanaise. Je dis bien une partie parce que voilà, la communauté chiite, j'en parlerai un peu plus tard, c'est très différent, enfin, c'est assez différent. Il faut voir un petit peu comment ça se passe dans les quartiers qui sont pas affiliés au Hezbollah au Liban. C'est des portraits de Joseph Aoun qui sont tous les 10 mètres accrochés euh, avec des slogans du style Make Lebanon Great Again, donc faites du Liban, enfin voilà, la grandeur du Liban une nouvelle fois. Et dans tout le Liban, on voit des portraits de Joseph Aoun comme si on avait une période, enfin voilà, un messie un petit peu qui est venu pour sauver le Liban de tout ce marasme dans lequel il est plongé. Donc ça, c'est un premier point de changement. Et l'autre point, enfin l'autre changement énorme, c'était la nomination de Nawaf Salam à la tête enfin comme Premier ministre. Ce qui a été aussi bon, quelque chose d'assez même pour nous qui sommes des commentateurs de la vie politique libanaise, on avait l'habitude de voir à la tête du gouvernement des milliardaires qui avaient des liens forts avec les partis traditionnels, qui utilisaient le clientélisme pour être arrivé au pouvoir. Et là, on a une figure totalement différente qui a fait ses armes dans la diplomatie, qui a représenté le Liban aux Nations Unies qui ensuite est devenu juge et qui est devenu en 2024 président de la Cour internationale de justice avec un CV absolument, enfin qui est très impressionnant, avec une image d'incorruptible et puis l'image enfin un Premier ministre compétent. C'est quelque chose d'assez inédit pour beaucoup de Libanais. Et voilà, ça change beaucoup de choses ici au Liban. Donc, suite à cette nomination, il y a un gouvernement qui a été formé, un gouvernement qui a créé pas mal de discussions au Liban parce il est à la fois composé de personnes extrêmement compétentes dans leur domaine, ce qui est aussi d'une certaine manière un changement au Liban parce que voilà, c'est pas forcément une habitude, mais aussi de certaines personnes qui sont proches du tandem chiite. Donc, quand on dit le tandem chiite, c'est Hezbollah et Amal. Amal, c'est l'autre groupe chiite qui est allié au Hezbollah. Donc, ce ne sont pas des membres du Hezbollah qui ont été nommés dans ces divers ministères. Il y a le ministère des Finances, le Travail aussi, et il me semble la Santé. Mais ce sont des proches quand même du Hezbollah et de Nabi Berri, qui est le chef du groupe Amal et aussi le chef du Parlement libanais. Donc, c'est voilà, un gouvernement qui reste un peu hétéroclite, qui a permis bon, de faire... c'était peut-être la seule option pour trouver un compromis. Et là, il y a une nouvelle période qui s'ouvre au Liban parce que habituellement, le gouvernement donc, annonce une feuille de route où il parle de la résistance en disant qu'elle est quand même essentielle au Liban. Et là, pour la première fois, j'avais vu un article dans l'Orient le jour, il n'a pas mentionné la résistance. Donc, quand on parle de résistance au Liban, c'est le Hezbollah. Donc c'est un peu un nouveau temps qui s'ouvre au Liban où on se dit bah le Hezbollah va être peut-être un peu délégitimé, effacé de son rôle habituel sur la scène libanaise.
Et je parlais de ça avec le chercheur Karim Moufti qui est à Sciences Po, où il me disait que bah, au-delà de la petite cuisine interne, c'était plus largement un bousculement régional qui se traduisait au Liban, en fait, se matérialisait au Liban avec un temps américain qui s'ouvre maintenant au Liban. C'est le temps de l'Iran est un petit peu voilà, un peu fini. Et maintenant, avec ces nouvelles figures qui ont été soutenues par les États-Unis et la France, hein, Macron est venu il y a 2, 3 semaines, Emmanuel Macron, pour saluer ces nominations. On voit qu'il y a un temps américain, occidental qui s'ouvre au Liban, donc c'est un changement assez fort. Euh, je voulais aussi parler, peut-être en conclusion, juste sur le profil de Nawaf Salam. Je voulais aussi, parce que vu de l'extérieur, on a tendance à caricaturer un petit peu le Liban en disant bah si ces personnages politiques, donc Nawaf Salam, Joseph Aoun, sont plutôt critiques du Hezbollah parce qu'ils ont appelé le Hezbollah à se désarmer, à se retirer du sud-Liban. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pro-Israël. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre au Liban. Les anti-Hezbollah, entre guillemets, ou les personnages, enfin les personnalités critiques du Hezbollah sont pas forcément sont pas forcément pro-Israël, pardon. Et pour preuve, bah, Nawaf Salam, en Israël, il a une image d'un juge anti-Israël parce que quand de la Cour internationale de justice, il y a eu son mandat a été marqué par la procédure lancée par l'Afrique du Sud, accusant Israël de violer la convention sur le génocide à Gaza. Son mandat a aussi été marqué sur des décisions de justice concernant l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Donc, je voulais un petit peu replacer ça. C'est une personnalité aussi respectée par la population libanaise parce il a quand même ce côté pro-palestinien et dans sa jeunesse, il a été marqué aussi par les influences pro-palestiniennes. Donc voilà, il faut un petit peu replacer ça aussi. Et tous ces changements, pour en venir à mon dernier point, qui est celui du Hezbollah, qui est quand même celui qui pâtit le plus des changements dans la politique interne au Liban, eh bien, elles desservent très largement le groupe chiite qui a connu une succession de revers depuis, on va dire, le mois de septembre, qui n'en finissent pas et qui ont largement affaibli ce groupe. Ça a commencé par l'affaire des beepers, hein, qui étaient des explosifs qui étaient cachés dans les beepers de membres du Hezbollah, qui ont explosé un peu partout au Liban et qui ont fait plus de 3000 blessés, dont quand même des responsables assez haut placés au Hezbollah. Et ensuite, il y a eu la guerre, l'escalade de la guerre, qui a été une, bon bah, qui a été une défaite militaire pour le Hezbollah très claire, avec l'assassinat de Hassan Nasrallah. Donc ça, c'est vraiment un traumatisme pour le Hezbollah, mais aussi pour la communauté chiite, que je pense on a du mal à mesurer hors du Liban, ou en tout cas depuis la France. D'ailleurs, il va y avoir ses funérailles ce dimanche, donc ça va être un moment très très fort de la vie de la communauté chiite, de tourner la page, d'accepter de tourner la page du moment Nasrallah. Et qui dit assassinat de Nasrallah, parce qu'il y a ensuite son successeur qui a aussi été assassiné, Safieddine, dit nouveau leader, et on le voit, le nouveau leader du Hezbollah, qui ah, je me perds dans Naïm Kassem, pardon. J'ai failli oublier le nom, Naïm Kassem, n'a pas du tout la même aura que Hassan Nasrallah. Personne n'écoute trop ses discours, contrairement à Hassan Nasrallah, où tout le Liban, même les personnes les plus critiques du Hezbollah, étaient suspendues à ses paroles à chaque fois qu'il faisait un discours. Personne n'écoute Naïm Kassem, ou très peu. Il n'a pas ce talent d'orateur. Il est beaucoup moins apprécié même au sein de la communauté chiite parce il est connu pour un rigorisme religieux qui est pas l'habitude de la communauté chiite au Liban. Donc l'assassinat d'Hassan Nasrallah et puis la guerre aussi au niveau politique, le Hezbollah a perdu beaucoup
auprès de la communauté chiite parce qu'il a montré son incapacité à protéger cette communauté pendant la guerre. Et ça, c'est une critique qui est quand même assez présente dans la communauté chiite. Et dernier revers, évidemment, alors mis à part la nomination de Joseph Aoun et Nawaf Salam, c'est la chute de Bachar al-Assad, parce que la Syrie servait de terre d'acheminement pour les armes du Hezbollah et les nouveaux leaders syriens ont bien fait comprendre que eh bien ça n'allait plus du tout se passer comme ça et que la Syrie ne servirait plus à acheminer les armes du Hezbollah. Et donc, le Hezbollah se retrouve plus isolé, affaibli sur le plan libanais, enfin de la scène politique libanaise. Et on peut imaginer qu'il va tenter de se replier sur le Liban et de regagner des points auprès de sa clientèle, donc la communauté chiite. Et le grand enjeu aujourd'hui pour le Hezbollah, eh bien, c'est d'arriver à soutenir la communauté sur le plan financier. Il a déjà commencé en soutenant les populations qui ont été dont les habitations ont été détruites. Et il faut pour le Hezbollah montrer qu'il sera au rendez-vous pour la reconstruction. Et ça va être un défi assez dur à suivre parce que au niveau financier, euh, il a pris un coup très dur et aussi bah, les destructions du sud Liban en fait sont massives. Et est-ce que le Hezbollah aura la capacité d'assurer une présence dans le sud Liban pour soutenir les populations pour la reconstruction? Ça, c'est les questions qui se posent parce que peut-être qu'Israël ne le laissera pas faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu globalement le portrait qu'on a aujourd'hui au Liban, c'est énormément de changements internes. Merci Inès pour Inès pour avoir brossé ce large panorama de la situation en effet au Liban où avec des changements politiques importants, pas du même ordre mais tout aussi importants en Syrie que tu as évoqué avec la perte d'un allié pour le Hezbollah avec la chute donc il y a un peu plus de 2 mois le 8 décembre du régime Assad, vu d'ici chute rapide et quand même plutôt inattendue en tout cas dans sa rapidité. Alors, peut-on, et d'ailleurs tu t'es rendu récemment en Syrie et tu vas y retourner, je crois, d'ici peu. Alors, peut-on faire, après un peu plus de 2 mois d'exercice du pouvoir par les autorités de transition avec le président de la transition, Ahmed Al-Shara, faire entre guillemets un bilan de ces 2, 3 premiers mois et les perspectives qui s'annoncent, enfin ce qu'on peut attendre, les premiers signes, comment interpréter les premières décisions les nouvelles autorités avec en tête aussi les problèmes des minorités, je pense évidemment surtout à la minorité alawite et les différentes factions, groupes qui composent ces nouvelles autorités. Alors, moi, je me suis rendue en Syrie à un moment d'euphorie vraiment absolument exceptionnel parce qu'en plus, moi personnellement, en tant que journaliste dans la région, j'ai eu peu l'occasion de couvrir des bonnes nouvelles les dernières années. Donc c'était et les Syriens eux aussi en fait ça fait des dizaines d'années qu'ils sont gouvernés par un dictateur particulièrement sanguinaire. Il y avait eu la guerre qui a commencé après la répression violente des manifestations pacifiques en 2011-2012. Et là, j'arrive en décembre en Syrie avec une population qui est complètement euphorique en même temps, qui peut pas s'arrêter de parler de ce qu'ils pensent, de la situation, parce que c'est la première fois qu'ils sentent qu'ils peuvent enfin parler. Donc ça, c'était un moment très très fort, je pense pour les gens là-bas. On en a beaucoup parlé dans la presse. Je pense que les gens qui nous écoutent sont assez familiers de ce que je dis maintenant sur ce sentiment de liberté que les Syriens connaissent pour la première fois. Et c'était assez exceptionnel. Donc et avec ça, bon bah il y avait à la fois l'euphorie puis en même temps cette tristesse immense qui s'est aussi déployée en Syrie parce que les gens ont enfin pu commencer à chercher leurs proches qui avaient disparu, surtout pendant la guerre, hein, parce qu'il y a eu des disparitions avant la guerre, mais c'était vraiment la violence extrême du régime syrien. Elle s'est déployée pendant la guerre en Syrie. Donc, on voyait, par exemple, on avait été à l'hôpital avec avec des collègues pour constater
les gens qui étaient à la recherche des disparus, qui venaient voir dans les morgues si c'était pas leur frère, leur père, leur fils. Donc ça, c'était un peu l'ambiance à l'époque. Et puis assez rapidement, j'ai constaté qu'il y avait un autre point moi, c'est un point qui m'intéressait beaucoup parce que je voulais aller en Syrie déjà avant pour couvrir ça, c'est le point économique. Euh, Dès les premiers jours après la chute de Bachar el-Assad, il y a eu beaucoup de fluctuations de la monnaie syrienne. Il y a une inflation très très forte hein, en Syrie et qui est une catastrophe économique et sociale absolument démentielle pour la population syrienne. Et après la chute de Bachar el-Assad, petit à petit, la monnaie syrienne a gagné en valeur par rapport au dollar. Les Syriens pouvaient enfin utiliser le dollar dans les rues où vous aviez des scènes un peu surréalistes où les marchands, les vendeurs dans le souk brandissaient des liasses de dollars en disant liberté, liberté. Donc c'était voilà, c'est des moments un peu étranges de changement radical, même dans ces petites choses. Et bah, l'économie, en fait, c'est une des priorités pour le nouveau régime qui cherche à reconstruire le pays. Ça, c'est une grande priorité pour le régime. Et puis, bah, à regagner, à faire sortir la population qui vit dans une extrême pauvreté de ce marasme économique, à reconstruire le pays, à le restabiliser. Et pour cela, eh bien, le régime syrien a comme priorité de faire lever les sanctions internationales. Et ça, c'est une question qui, bah, moi personnellement, et de nombreux Syriens, et aussi des chercheurs avec qui j'ai échangé et que je lis, reste un peu mystérieuse. C'est pourquoi les sanctions n'ont pas été levées. Parce que ces sanctions ont été mises en place contre quelque chose de bien précis, c'est le régime de Bachar el-Assad. Et à la chute du régime de Bachar el-Assad, on peut imaginer que ben, les sanctions contre le régime de Bachar el-Assad devraient logiquement être levées. Elles n'ont pas été levées, même s'il y a des discussions qui sont en cours. On voit que ça commence à bouger au niveau de l'Union européenne. Mais ça, c'est quelque chose qui doit être traité très rapidement du point de vue syrien, parce que ça permettra les aides au développement, notamment. Parce il y a de l'aide d'urgence en Syrie hein, qui existe, mais les points les plus sensibles, c'est l'aide au développement, donc puis l'aide aux investissements aussi, qui sont pour l'instant bloqués par les sanctions qui pèsent sur le pays. Et donc, bah, la diplomatie syrienne est très très active sur ce plan. On le voit avec ce qui se passe avec la France. Hein. La France, c'est le pays occidental qui est le plus mobilisé pour euh, une normalisation des relations, enfin, en tout cas un rapprochement avec le nouveau régime. Euh, enfin, normalisation parce que c'est un nouveau régime, mais voilà, un rapprochement avec le régime, voilà, ça reste vraiment le thème principal. L'autre grand thème pour les nouveaux leaders syriens, c'est la question sécuritaire et la question de l'unification du territoire qui va avec ces questions sécuritaires, parce que tout simplement déjà, pour une raison évidente, les Syriens sont fatigués de la guerre après plus de 13 ans de conflit. Euh, le nouveau régime veut pacifier le pays euh, et il est sur plusieurs fronts parce qu'il y a plusieurs dossiers qui sont très différents les uns des autres que le régime doit prendre en main. Et j'en parlais, enfin, si vous voulez lire, bah, il y a évidemment Wassim Nasser qui parle très bien de ça, qui est journaliste à France 24, mais j'en parlais aussi avec le chercheur Thomas Pierret, avec qui j'avais mené un entretien. Et lui, il me parlait de quatre différentes, dans les questions sécuritaires, quatre sous-priorités. C'était d'abord la question de la lutte contre les forces pro-ancien régime, qui sont principalement dans le nord-ouest et à l'ouest du pays, qui sont voilà, enfin, des groupes paramilitaires qui combattent encore pour défendre le régime de Bachar el-Assad. Et ça, bah, Thomas Pierret m'expliquait que c'était la question la plus facile à traiter en fait pour le nouveau régime parce que ça fait consensus en Syrie
Et même les Alaouites, les populations civiles alaouites qui ont beaucoup souffert hein, du régime de Bachar al-Assad, on l'ignore un peu, veulent que ces milices, entre guillemets, enfin, ces milices alaouites arrêtent leurs actions et voudraient pacifier le territoire aussi. Et donc on a vu les dernières semaines à la frontière avec le Liban des batailles, un conflit entre les combattants de HTS et certains combattants, ça reste un peu flou, mais qui seraient pour le contrôle de territoire. Donc ça, c'est un peu la guerre actuelle qui se mène à l'ouest et pour laquelle bon, le régime syrien a quand même le dessus assez clairement. Il y a d'autres dossiers pour le régime qui sont assez importants. Donc, c'est la question de l'unification du territoire qui passe par l'inclusion des groupes paramilitaires dans l'armée syrienne. Donc là, on parle des groupes pro-turcs au nord, des groupes des milices du sud et des forces démocratiques syriennes donc dans le territoire du nord-est. Euh, et, euh, et selon les interlocuteurs, c'est plus ou moins facile parce que les groupes pro-turcs, par exemple, pour certains, ont déjà des liens avec HTS. Donc, la Turquie a tout intérêt à pousser pour l'unification du territoire syrien. Donc, ce sera plutôt un dossier un peu plus aisé que le reste. Mais pour ce qui est des forces démocratiques syriennes, on l'a vu les dernières semaines que c'était le dossier le plus épineux pour les nouveaux leaders syriens parce que eh bien, les forces démocratiques syriennes considèrent qu'elles ne doivent pas s'intégrer à l'armée syrienne, qu'elles doivent rester une entité militaire autonome. Et ça, c'est une ligne rouge pour les nouveaux leaders syriens qui, eux, demandent une intégration dans l'armée syrienne pour permettre l'unification du territoire. Donc là, on voit qu'il y a des conflits qui vont se créer à terme. Et le plus difficile à gérer pour les nouveaux leaders syriens, pour Damas, ce sera les relations avec les FDS qui sont pour l'instant soutenus par les États-Unis. Donc c'est voilà, c'est plein de dossiers prioritaires pour le régime qui promettent d'être assez complexes à gérer. Euh, D'autant plus que vu de l'Occident, on a quand même l'impression d'assister à un décalage parce que euh, quand Ahmad al-Shara avait rencontré cette diplomate allemande et qu'il ne lui avait pas serré la main, les médias français, occidentaux en ont parlé pendant des jours et des jours en disant que, oh mon Dieu, des islamistes. Et on se dit, mais bon, bah non, c'est pas ça la priorité en Syrie, en fait. Effectivement, la tradition fait que, enfin, on va dire, l'idéologie d'Ahmed al-Shara fait qu'il ne serre pas la main des femmes. Et là, on voit quand même qu'il y a un décalage entre les priorités de certains pays européens qui ont tout intérêt à critiquer un régime islamiste du fait de la politique intérieure en France notamment, plutôt que de prendre à bras de corps des problèmes vraiment importants comme la levée des sanctions ou les dossiers sécuritaires. Donc ça, je pense que ça a paru à beaucoup de gens complètement aberrant de commenter pendant des semaines ce type de petits scandales, voilà. Donc il y a un décalage en fait, et je pense et c'est aussi ce que je lis beaucoup des chercheurs qui travaillent sur la Syrie, qui à terme pourra poser problème en Syrie parce que si les pays occidentaux ne traitent pas des problèmes urgents que sont la levée des sanctions ou les questions sécuritaires avec la Syrie, il peut y avoir un décalage qui se crée avec le nouveau régime syrien et celui-ci pourrait se tourner vers des régimes qu'on considère comme peu recommandables. Donc c'est un peu le risque actuel. Euh, et enfin, pour la question des minorités, euh, c'est un focus, enfin c'est un prisme
aussi qui est qui revient beaucoup en Occident. Et moi-même, en fait, je me suis posé la question quand j'étais en Syrie. Donc, j'ai travaillé sur les chrétiens. J'ai pas encore eu la chance de travailler sur la question des alaouites, même si j'ai discuté avec un membre de la communauté alaouite aussi quand j'étais là-bas. Et la question des minorités, c'est une question assez complexe parce que ça, au niveau de la politique générale des nouveaux leaders syriens, il y a une volonté réelle et qui se retrouve sur le terrain de rassurer les communautés religieuses, minorités, que sont majoritairement les chrétiens, les druzes ou les alaouites. Alors même que avant l'arrivée au pouvoir des rebelles à majorité islamiste, les chrétiens, les alaouites avaient une peur bleue absolue de ces personnages parce Bachar el-Assad leur a dit pendant des années, ils vont vous massacrer, ça va être des pogroms, ça va être des, euh, un bain de sang, vous allez voir. Ils sont arrivés au pouvoir, il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de massacre, il y a pas eu d'exaction, en tout cas, de la part, enfin, du régime en soi, du nouveau régime. Et du coup, j'ai parlé avec beaucoup de gens, des chrétiens notamment, qui m'ont dit, bah, c'est vrai qu'on était très surpris et on a été très rassurés par les prises de parole des nouveaux leaders parce qu'on s'attendait pas trop à ça. Et ce qui a été dit notamment de la part des nouveaux leaders, c'est que bah, chacun avait le droit de célébrer ses fêtes, Noël, etc., en toute liberté, que chacun avait le droit de vivre sa religion comme il le souhaitait. Et c'est vrai que sur le terrain, ça se retrouve. Hein, il y a eu une liberté de fêter. En l'occurrence, à l'époque, c'était Noël. Il y a eu une vraie liberté de fêter Noël. Ahmed al-Shara rencontre d'ailleurs régulièrement des responsables religieux, des représentants des minorités religieuses. Donc il y a quand même une volonté de montrer à ces minorités elles sont syriennes, elles font partie de la Syrie et elles seront protégées par les forces syriennes. Après, il y a eu des questionnements de la part des représentants religieux, et notamment sur à quoi va ressembler la nouvelle Syrie et est-ce que les minorités vont vraiment faire partie de cette nouvelle Syrie. Et quand je parlais à des représentants chrétiens, ils se posaient la question de la constitution parce qu'il va y avoir une nouvelle constitution. Ils me disaient, mais nous, oui, d'accord, on peut vivre en Syrie, peut-être que la police nous va nous protéger, mais on veut pas être reconnu comme une minorité un peu sous citoyenne, enfin, citoyenne de seconde zone, qui serait tolérée par une charia, voilà. Nous, on veut faire partie de la Syrie comme des citoyens à part entière, et ça, ce sera un petit peu l'enjeu dans la Constitution de voir quelle place auront les minorités, comment elles seront présentées dans la Constitution, comment sera présenté le peuple syrien, quelle place aura la religion sunnite majoritaire hein, dans ce pays. Et ça, c'est des questions qui sont très importantes et les représentants des minorités religieuses sont très très actifs pour essayer de participer enfin de montrer qu'ils veulent participer à la formation de cette nouvelle constitution. Maintenant, voilà, pour exprimer un petit bémol quand même, enfin un important bémol, il y a la politique générale qui est clairement en faveur d'une protection de tous les Syriens, quelle que soit leur religion, qui vise aussi à rassurer tous les Syriens. Et évidemment, il y a des groupes extrêmes, radicaux, marginaux, qui ont perpétré pardon, des exactions contre les minorités. Il y a eu ce sapin de Noël près de Hama qui a été brûlé aux alentours de Noël. Il y a eu des exactions contre des communautés alaouites, mais il faut garder en tête que ce sont des choses qui ont été, des exactions, des crimes qui ont été punis par le régime, euh, qui ont été condamnés, et ça fait pas partie d'une politique générale. Donc ça, je pense que il faut un petit peu le replacer. Euh, et pour ce qui est d'une manière plus générale, la politique de Ahmed al-Shara,
et sa vision de la Syrie future. C'est intéressant de voir ce qui s'est passé à Idlib pour comprendre un petit peu les, euh, on va dire les ambitions de Ahmad al-Shara. Mais évidemment, si on espère une démocratie de type occidental qui en Syrie d'ici 3-4 ans, bon bah non, enfin c'est pas ce qui va se passer. Il a annoncé des élections d'ici environ 4 ans. Il faut voir comment ces élections se déroulent et qui va être euh, mise en avant. Est-ce qu'il y aura du clientélisme? Est-ce que ce sera un parlement avec peu de pouvoir ou beaucoup de pouvoir qui sera élu? Voilà, c'est plein de questions se posent actuellement sur la manière dont le nouveau régime syrien se forme. Euh, mais bon, faut pas s'attendre à une démocratie comme on la connaît peut-être d'ici demain. En tout cas, même si il y a d'ores et déjà des critiques parce que l'opposition plus séculière qui a longtemps vécu en exil euh, commence à être un petit peu critique des actions de Ahmad al-Shara, notamment l'accusant de bon bah de personnifier le pouvoir, de s'accaparer le pouvoir et d'y mettre ses personnes de confiance. Euh, on, euh, on peut pas s'empêcher de se dire bon bah quand on compare à ce qui existait sous Bachar al-Assad, une majorité de la population syrienne est quand même soulagée par les premiers mois des nouveaux leaders parce que on- peut-être que ce sera un gouvernement, enfin un régime autocratique, mais ce qui ressort beaucoup de la part de la population syrienne, c'est qu'on n'atteindra jamais le niveau de violence et de d'oppression qui existait sous Bachar el-Assad. Donc voilà, c'est un peu, je relais le sentiment qui existe sur place, mais pour faire un peu un tableau de ce qui se passe en ce moment, c'est à peu près ça que j'ai pu voir et retenir. Merci Inès pour cet important décryptage. Mon dernier, enfin, ensemble de questions portera là un peu plus du côté de la Méditerranée sur Israël et Palestine. Alors peut-être rapidement, déjà nous parler de la situation humanitaire à Gaza, mais aussi la situation politique et humanitaire en Cisjordanie dont on parle beaucoup moins dans les médias. La situation à Gaza, enfin, on le voit bien, elle est catastrophique, hein. Il y a plus de 80% de la bande de Gaza qui a été détruite. L'aide humanitaire, d'après les informations qui circulaient encore il y a quelques jours, n'a pas été acheminée correctement enfin, depuis Israël, contrairement à ce que prévoyait l'accord de cessez-le-feu. Et puis des populations qui sont revenues parce que là il y a eu l'ouverture du corridor de Netzarim qui coupait la bande de Gaza en deux. Donc les populations qui étaient réfugiées dans le sud, pour beaucoup, sont revenues dans le nord et ont constaté des destructions massives qui sont pas en mesure de reconstruire par eux-mêmes. Donc la question les questions sanitaires, humanitaires, donc alimentaires et les questions du logement sont pour l'instant à Gaza complètement démentielles. Il y a des enfants atteints de cancer qui vont être évacués, mais on parle de quelques centaines de personnes évacuées pour l'instant. Il y a évidemment pas assez de nourriture à Gaza et la construction, on parle de dizaines d'années pour reconstruire la bande de Gaza. Donc voilà, c'est au niveau de l'humanitaire, la situation humanitaire, c'est absolument catastrophique. Maintenant, en Cisjordanie, et c'est vrai, on parle peu de la Cisjordanie. Moi, je me suis posé la question pourquoi on parlait peu de la Cisjordanie. Et en fait, en Cisjordanie, c'est un niveau de violence qui est constant qui existe depuis des années, voire des décennies, mais qui va en graduant petit à petit. Et du coup, c'est pour un récit, au niveau du récit médiatique, c'est un petit peu difficile de, de parler de ce qui se passe quand c'est constant et que ça se répète de manière
de manière voilà, très répétitive, mais que ça monte crescendo très lentement. Et depuis le 7 octobre, la Cisjordanie, c'est le théâtre de violences de plus en plus fortes de la part de certains colons israéliens, mais aussi de la part de l'armée israélienne, parce qu'on met souvent la responsabilité sur les colons, mais l'armée israélienne détruit plus d'habitations palestiniennes qu'avant, a accaparé plus de terres qu'avant le 7 octobre et protège les colons, même les plus violents en Cisjordanie. Et aujourd'hui, la question qui se pose, c'est le risque d'annexion de la zone C, parce que enfin, rapidement, la Cisjordanie est découpée en trois zones A, B, C. A, c'est théoriquement hein, sous contrôle palestinien, de l'autorité palestinienne. La B, c'est sous contrôle administratif palestinien et sécuritaire israélien. Et la C, c'est 60% de la Cisjordanie sous contrôle total d'Israël. Et cette zone, en fait, c'est là où il y a les colonies. Et c'est aussi là où la plupart des paysans, des communautés villageoises palestiniennes sont présentes. Et du coup, enfin, ça crée énormément d'inquiétude parce que quand on parle d'annexion, donc ça veut dire l'autorité directe, enfin la loi israélienne qui s'appliquerait directement sur ces territoires. On parle de zones où les Palestiniens sont particulièrement vulnérables parce que ce sont des petites communautés, des villageois qui sont souvent isolés, qui sont coincés entre plusieurs colonies. Euh, je pense particulièrement à Masafer Yatta, qui est cette zone au sud de la Cisjordanie, où c'est des petits, une vingtaine de hameaux palestiniens qui sont très vulnérables en fait. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le documentaire No Other Land, qui a été réalisé par des Palestiniens et des Israéliens, enfin surtout un Palestinien et un Israélien sur ce qui se passe à Masafer Yatta. Euh, et, euh, et donc actuellement, enfin, c'est catastrophique parce que non seulement la Cisjordanie est un peu hors des radars médiatiques, mais en plus c'est là que le vrai cœur de la politique de la droite israélienne est la plus active. Pourquoi j'ai parlé d'annexion? Déjà parce que Smotrich a pris la tête de l'administration civile, c'était l'année dernière, donc un civil l'administration civile en Cisjordanie, pardon, un civil qui dirige une administration d'un territoire occupé, bah, c'est presque une annexion de facto. Euh, et ça, j'en parlais beaucoup avec la chercheuse Nitzan Perelman, qui est israélienne. Donc, je vous invite aussi à aller voir ce qu'elle écrit parce elle est spécialisée des extrêmes droites en Israël. Et ensuite, il y a eu ce projet de loi très récent qui permettrait aux Israéliens civils particuliers de d'acheter les terres directement en Cisjordanie. Donc ça, c'est une nouvelle ligne rouge franchie et qui montre un glissement quand même progressif vers l'annexion de la zone C de la Cisjordanie. Euh, sur un autre plan en Cisjordanie, c'est comme ça qu'elle est revenue un tout petit peu sur les radars de l'actualité. Il y a eu cette opération israélienne qui a été lancée il y a 2, 3 semaines. Donc, c'était juste après le cessez-le-feu à Gaza, même le lendemain du cessez-le-feu à Gaza, et qui visait à écraser les combattants armés palestiniens dans les camps palestiniens du Nord, principalement à Jenin et Tulkarem et qui est une opération absolument massive, qui a pas seulement des conséquences sur les combattants, mais qui a eu des conséquences absolument catastrophiques sur la population civile, avec des déplacements de population massifs, l'impossibilité de se déplacer d'une ville à l'autre pour les Palestiniens. Ça veut dire l'impossibilité de tout simplement de se rendre chez soi après son travail, parce il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent dans des villes plus actives comme Ramallah et qui après rentrent chez eux à 1 heure de route. Bah ça, c'est devenu impossible pour beaucoup de personnes les dernières semaines. Beaucoup de morts du côté des civils palestiniens. J'en parlais avec le chercheur Xavier Grignard, que je vous conseille, il est au centre de recherche Noria, qui est spécialiste de la question palestinienne, où au-delà d'une guerre lancée contre les combattants palestiniens, qui est assez récurrente hein, en Cisjordanie,
Cette opération, elle montre aussi du côté israélien un refus de régler la question sous un aspect politique. Dans l'accord de trêve à Gaza, on le voit bien, il n'y a pas de solution politique qui est clairement proposée pour Gaza. Et le fait d'ouvrir un nouveau front au lendemain de l'accord de trêve, enfin voilà, tout le monde pensait voilà la guerre est finie, etc. Bah, un nouveau front s'ouvre en Cisjordanie. C'est que il y a quand même un refus du côté israélien d'envisager une solution politique. Tout cela mêlé à l'annexion rampante de la Cisjordanie, on voit bien que enfin, la Cisjordanie est vraiment au cœur de l'absence de vision politique à long terme du côté israélien, alors du côté palestinien aussi, mais bon, Israël a quand même plus de possibilités d'initier les choses. Et voilà, enfin, la situation est particulièrement dramatique parce qu'on voit qu'il n'y a aucune solution à long terme pour les Palestiniens et ça va se répercuter sur les Israéliens aussi à long terme. Bon. Donc voilà pour la situation en Cisjordanie. Après, je ne sais pas si tu voulais parler Oui, peut-être au niveau politique intérieur en Israël, est-ce que après ces mois de guerre, ces longs mois de guerre, est-ce que Netanyahou sort, on pensait très affaibli, est-ce qu'il sort renforcé? Enfin voilà un peu la situation politique interne en Israël et aussi quid de la commission d'enquête sur le 7 octobre. Et puis on fera une dernière question sur le vol international avec le projet Trumpiste dément, dirais-je, de l'administration Trump et de ce président. Alors sur le plan interne, moi je me suis rendue en Israël, Palestine 3 fois depuis le 7 octobre et la dernière fois c'était en septembre, juste avant la guerre du Liban. Et enfin, bon, voilà, c'est un secret pour personne, hein. Israël est totalement divisé, mais ça fait longtemps que ça dure. C'était vraiment même avant le 7 octobre, il y avait des manifestations monstres contre la politique de Netanyahou. Et de l'autre côté, il y avait les soutiens indéfectibles de Netanyahou qui continuaient voilà, de suivre le Premier ministre israélien. C'est des divisions qu'on retrouve aujourd'hui en Israël, c'est-à-dire que moi j'ai rencontré, et puis ça dépend beaucoup des villes où vous allez, des quartiers, euh, des communautés, mais il va y avoir des personnes particulièrement virulentes, enfin particulièrement opposées d'une manière virulente, pardon, euh, à la politique de Benjamin Netanyahou et notamment à ce qu'il a fait à Gaza, parce que beaucoup d'Israéliens considèrent qu'il n'a pas pris en compte le dossier des otages comme il l'aurait dû. Et, euh, et aujourd'hui, on le voit, ça ressort de plus en plus parce que les derniers otages qui ont été libérés dans le cadre de l'accord de trêve, pour la première fois, on parlait de leur expérience à Gaza, et expérience absolument terrible, aux mains des geôliers, avec des violences psychologiques, physiques. Enfin, voilà, indénombrables. Et ça, c'était vraiment inédit en Israël. Ça, on l'a pas trop vu avant ces dernières semaines. Et en lisant la presse israélienne, enfin, voilà, selon les commentateurs israéliens, ça montrait aussi une confiance de plus en plus érodée, enfin affaiblie envers Netanyahou et sa capacité à prendre en main les choses. C'est-à-dire qu'on va comment, parce que les autorités israéliennes ont quand même demandé aux otages enfin, de la discrétion sur ce qui se passait à Gaza. Enfin, voilà, pour l'instant, il y avait une volonté aussi de rester discret sur ce qui s'était passé parce que les personnes doivent être prises en charge au niveau personnel, parce que ces questions sont très très délicates et surtout parce que si les otages commençaient à parler, ça pouvait avoir des incidences sur la libération d'autres otages. Donc il y avait cette situation en Israël et malgré tout, les otages ont commencé à parler de leur détention et on voit bien que il y a, il y a, il y a de plus en plus au niveau public cette critique de Netanyahou, Benjamin Netanyahou, de la part des otages, aussi des familles des otages, qui est de plus en plus visible.
Et comme ça vient de ces personnes qui ont vécu l'horreur la plus absolue, eh bien, ça permet de fédérer une partie de la population israélienne aussi contre Netanyahou sur la question de la guerre à Gaza et des otages, hein, parce que c'est de là, c'est surtout de ça qu'on parle quand on parle des critiques contre Netanyahou. Et on le voit bien dans les manifestations qui ont eu lieu chaque samedi, même pendant la semaine, il y avait des proches des otages qui étaient particulièrement, euh, voilà, qui critiquaient de manière particulièrement forte la politique de Netanyahou, qui ont écrit des livres sur le fait que Netanyahou ne pensait pas aux otages, qui voulait avant tout se maintenir au pouvoir, qui sont particulièrement actifs au niveau social, politique pour montrer que Netanyahou n'a pas vraiment accordé d'importance aux otages. Maintenant, d'un autre côté, il y a les soutiens indéfectibles de Netanyahou. Et quand moi je me suis rendue à Sderot j'avais été aussi à Kiryat Shmona dans le nord, frontière avec le Liban, qui sont des villes plutôt acquises au Likoud. Et bon là, les populations que j'ai rencontrées m'ont dit non, il y a que Netanyahou qui peut le faire. Israël n'a jamais été dans une situation aussi critique. Je vois pas qui pourrait le faire après, à part Netanyahou. Il faut qu'il continue voilà, Monsieur Sécurité, à mener la bataille contre les Palestiniens. Donc voilà, il y a quand même une division en Israël. Enfin, si on regarde les sondages, ils sont un peu fluctuants, c'est-à-dire que Netanyahou a connu une dégringolade de sa popularité après 7 octobre. Après, c'est resté très bas pendant longtemps, les partis avec lesquels il est allié aussi. Et puis, au fil du temps, sa popularité a un petit peu remonté. Au moment de la guerre du Liban, il me semble qu'elle avait quand même monté de quelques points parce que la guerre du Liban fédérait beaucoup d'Israéliens. Enfin, il y a eu très peu d'opposition en Israël sur la question du Liban. Bon, bah là, on arrive à un point où, de toute façon, Netanyahou, il a fédéré tellement d'opposition, enfin, il a créé tellement d'opposition que pour certains Israéliens, c'est un point de non-retour, quoi. Donc, il reste un peu dans un moment de survie politique. Et pour parler de la commission d'enquête sur le 7 octobre, pour lui, ça, c'est un dossier absolument catastrophique parce que il y a vu l'ampleur du massacre du 7 octobre et puis l'ampleur de l'échec sécuritaire. Euh, dans un État démocratique, quand les leaders d'un État démocratique sont responsables, eh bien, ils prennent leurs responsabilités. Et quand une erreur aussi majeure a été commise, généralement, eh bien, il y a une démission qui a lieu derrière, l'organisation d'élections anticipées. Et là, Benjamin Netanyahou sait très bien que la lumière sur ce qui s'est passé le 7 octobre pourra lui être fatale au niveau politique. Alors sur la manière dont la commission euh, progresse, je vous invite à aller voir un reportage qui était sur France 24. C'est une collègue qui l'a fait, Claire Duhamel. Moi, j'ai pas travaillé sur ces questions spécifiquement, mais c'est certain que c'est la bête noire de Netanyahou parce que c'est là où il pourra éventuellement tomber, quoi, et devoir organiser des élections anticipées. Euh, donc ça, c'était au niveau interne. Et pour conclure avec le projet Trump, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites de toute façon dans les médias quand Donald Trump a annoncé son grand plan pour Gaza, avec toutes les contradictions qu'on a entendues en plus, parce qu'au début, il parlait d'un déplacement volontaire qui serait temporaire. Après, il a parlé d'un déplacement euh, à vie, un déplacement total permanent des populations palestiniennes. On ne sait pas trop comment elles vont être déplacées. Est-ce que c'est du volontariat ou non? Et puis il a lancé ça. Oui, ils iront en Égypte, en Jordanie, sans manifestement sans consulter les Égyptiens et les Jordaniens qui sont absolument pas d'accord avec cette décision parce que eux, ça créerait une situation économique et sécuritaire. Déjà que ces deux pays, sur le plan économique, sont particulièrement affaiblis, très dépendants des États-Unis. Le déplacement de près de 2 millions de personnes d'un coup sur leur territoire, ce serait une catastrophe en fait pour eux. Enfin, je sais pas trop ce que je peux dire de plus à part que
c'est totalement contraire au droit international, aux règles les plus basiques. C'est déplacer de force des populations, c'est un crime contre l'humanité. D'ailleurs, moi, j'ai été un petit peu étonnée parfois, mais ça concerne peut-être plus la télévision, mais en France, ce sujet a été un petit peu traité avec légèreté parce qu'on a l'impression qu'on avait affaire à une idée un peu nouvelle, un peu originale, pourquoi pas. Mais bon, il faudrait déplacer des gens, c'est un peu embêtant. Enfin, et on se dit non, en fait, si on a vraiment affaire à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Et puis même quand, enfin, regarde la situation, dans quelle situation je suis pas dans les petits papiers de Trump, des Jordaniens et des Égyptiens, enfin, peu de gens le sont, mais ce sont des pays alliés quand même, enfin, qui ont des liens forts, qui sont soutenus par les États-Unis. Euh, pourquoi se comporter comme ça avec ses alliés dans la région, qui sont quand même des pays très importants, frontaliers avec Israël? Qu'est-ce que ça va créer comme frustration sur le plan politique? Enfin, c'est d'aller dire à deux pays, oui, vous allez prendre 2 millions de personnes et puis c'est comme ça. Enfin, c'est quand même une manière de faire qui questionne beaucoup pour un chef d'État qui est censé quand même alimenter des relations avec ses alliés, de créer des relations de confiance. Enfin, je sais pas, c'est toute cette manière de faire qui, je pense, interroge beaucoup de personnes observatrices de ce que fait Donald Trump, qui laisse un peu, euh, un peu interrogateur, puis complètement même abasourdi. Hein. Puis il a fait pareil avec l'Ukraine, des déclarations absolument démentielles. Voilà, le projet de Trump, est-ce que dans sa volonté, certains disent que c'est une manière de mettre un peu un pavé dans la mare et de dire quelque chose de très choquant pour pouvoir faire accepter un plan moins radical. Enfin, franchement, je ne sais pas quel est l'objectif de tout cela. Enfin, si ce n'est une part de ridicule aussi, parce que de nous parler de la Côte d'Azur à Gaza, enfin, je sais pas, c'est un peu difficile d'essayer d'expliquer de manière rationnelle un discours qui paraît aussi délirant. Euh, je sais même pas si Donald Trump a une réelle vision, même si elle est contraire au droit international, peut-être qu'il en a une, hein, mais ou est-ce que il est influencé par des conseillers qui particulièrement radicaux, qui sont sur la même ligne que le gouvernement israélien par ailleurs? C'est des questions, voilà, moi j'aurais du mal à répondre, à part que sa politique, enfin en tout cas ses propositions semblent complètement absurdes et en plus contraires au droit international. Ah, oui, tout à fait, mais qui illustre un peu sa stratégie diplomatique générale, quoi, qui laisse un peu. Écoute, Oui. un grand merci pour la richesse de tes analyses, et puis écoute, bon prochain déplacement en Syrie, et je pense qu'on aura l'occasion de renouveler l'exercice ensemble. Merci beaucoup, Inès. Merci, à bientôt.